Bienvenue sur Carcassonne Online. Prenez une grande inspiration. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des paysages de l'Aude. Et en tant que passionné de nature, je suis vraiment fascinée par notre sujet du jour. Imaginez une forêt où les chênes ont des espèces de tentacules de bois comme des poulpes géants. Ouais, c'est un vrai décor de film fantastique, en fait. C'est exactement ça. Et au milieu de ce décor de conte de fées, paf, on tombe sur un bunker de la Seconde Guerre mondiale à moitié englouti par la mousse. C'est très surprenant, ouais. Donc ce n'est pas de la fiction, c'est un lieu bien réel qui s'appelle Nébias. Et l'objectif de notre Flash Info aujourd'hui, c'est de comprendre par quel mécanisme géographique et climatique un environnement aussi dingue a pu se créer. Voilà, puis de cette anomalie, elle se trouve déjà sous nos pieds, et puis dans l'air aussi. Nébias, c'est un tout petit bourg de, 260 habitants à peu près. Un village minuscule, ouais. Voilà. Mais il est posé en équilibre parfait sur la fameuse ligne de partage des eaux. C'est-à-dire qu'une goutte de pluie qui tombe là, elle peut soit partir vers l'océan Atlantique, soit basculer vers la mer Méditerranée. Attendez, une ligne de partage des eaux, c'est déjà une curiosité sympa. Mais on parle aussi de 3 influences climatiques qui se croisent pile à cet endroit. Océanique, méditerranéenne et alpine. Tout en même temps, oui. Mais comment 3 climats aussi opposés peuvent interagir sur un si petit périmètre sans juste s'annuler en fait? Mais au lieu de s'annuler, ça se superpose. Ça crée une sorte de piège atmosphérique, si vous voulez. Le vent amène toute l'humidité de l'Atlantique et la chaleur de la Méditerranée fait s'évaporer tout ça localement. Ah, je vois. Et du coup, l'altitude amène le froid alpin qui condense cette humidité? Exactement. Le résultat, c'est que l'air est saturé en permanence. On a un brouillard constant qui s'installe. Et c'est vital parce qu'il n'y a pas de véritable rivière à Nébias. Pas de rivière du tout. Non, juste quelques ruisseaux saisonniers. Donc toute cette végétation extrêmement dense, elle survit uniquement grâce à ce brouillard et à l'humidité ambiante, quoi. Donc l'air sert carrément de perfusion d'eau permanente pour la forêt. Mais si l'eau ne coule pas dans des rivières, elle doit bien aller quelque part en touchant le sol. Absolument. L'eau s'infiltre. Et le sol de ce fameux labyrinthe vert, c'est un karst, ou plus précisément un lapias. Pour faire simple, imaginez une immense éponge en pierre calcaire. Une éponge de pierre, ça a l'air assez redoutable. Ah, c'est très hostile comme terrain. La pluie, qui est naturellement un peu acide à cause du CO2, elle ronge cette roche depuis des milliers d'années. Ça creuse des failles, des crevasses et des gouffres miniatures de partout. Ah, mais voilà, c'est ça qui explique la forme extravagante des arbres en fait. Bah oui, la mécanique est implacable. Si le sol est une éponge de pierre pleine de lames tranchantes et de trous, un arbre ne peut pas juste pousser tout droit. Il n'a pas le choix. Il doit aller chercher la terre arable et l'eau qui sont piégés tout au fond des crevasses. Donc le fameux chêne-poulpe ou le sapin harpe, c'est pas des anomalies génétiques. Même si ça ressemble à des créatures magiques. C'est clair que le folklore local a préféré y voir des fées ou des petits lutins, mais c'est une lutte purement biologique. Les racines se comportent littéralement comme un liquide lent. Elles épousent la roche, se tordent et s'engouffrent dans les moindres fissures pour survivre. C'est fascinant cette biologie qui se moule sur la géologie. Et ce qui est fou, c'est qu'au milieu de ce chaos de pierre, l'humain s'est fait une place. On ne s'attend pas à trouver des traces historiques là-dedans. Et pourtant, ce dédale, c'est une vraie machine à remonter le temps. La topographie a toujours dicté l'usage du lieu. Les chemins de rando qu'on prend aujourd'hui, ils suivent au millimètre près les sentiers des bergers du Moyen-Âge. Ils ont juste suivi les passages naturels. Oui, parce que c'était les seules voies physiquement praticables à travers ces gros blocs de pierre. La roche a vraiment imposé le chemin aux hommes, en somme. Mais alors, tomber nez à nez avec un fortin anti-aérien allemand de 1942 là-dedans, le contraste est saisissant. Totalement. Pourquoi ils iraient installer une structure militaire au milieu de ces chaînes tordues? Eh bien, à cause de cette fameuse ligne de partage des eaux dont on parlait. Ah, c'est un point culminant. C'est ça, ça offre un point de vue stratégique, naturel et dominant. Le fortin exploitait le camouflage parfait de cette végétation super dense, tout en surveillant le ciel. L'histoire humaine a carrément utilisé le labyrinthe comme un bouclier naturel. Ça donne une toute autre dimension à la marche. Parcourir ces sentiers, c'est vraiment s'ancrer dans l'instant présent, avec ce silence de la mousse, tout en marchant sur des siècles d'adaptation. C'est une forme de déconnexion paradoxale et très apaisante, je trouve. Se couper de l'agitation moderne, ça permet de renouer avec un temps beaucoup plus long. Celui de l'eau qui creuse la pierre et des racines qui sculptent le bois, ouais. Tout à fait. Et ça laisse une pensée particulièrement troublante pour la fin. Si un simple dédale naturel caché dans l'Aude peut figer les pas de bergers médiévaux et dissimuler des forteresses militaires oubliées sous des racines en forme de poulpe,
quels autres pans d'histoire dorment silencieusement sous la mousse des forêts qui bordent nos propres villes?